Tu arrives à la banque. Tu veux un prêt, une carte de crédit ou juste ouvrir un compte premium. Et là, le conseiller te sourit avec son petit costume et te pose la question. Alors, quels sont vos revenus ? Et toi, honnête citoyen que tu es, tu réponds fièrement « Je gagne 400-500 € par mois ». Le conseiller hoche la tête, tape quelque chose sur son ordinateur et 2 semaines plus tard, tu reçois une offre de crédit à 7,9% d'intérêt. Alors que ton voisin, qui gagne exactement la même chose que toi, a obtenu 4,2%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu viens de faire l'une des erreurs les plus coûteuses que les gens font avec leur banque. Et aujourd'hui, on va tout décortiquer. Je m'appelle Mick et je passe beaucoup trop de temps à analyser comment les banques utilisent tes informations financières contre toi. Si tu es quelqu'un qui pense que la transparence totale avec ta banque est toujours une bonne idée, ou si tu t'es déjà demandé pourquoi 2 personnes avec le même salaire obtiennent des conditions complètement différentes, assure-toi de t'abonner à la chaîne et mets un pouce bleu si cette vidéo t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. La psychologie et la stratégie derrière ce que tu révèles ou pas à ta banque. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas malhonnête, c'est juste intelligent. Partie 1. Comprendre le jeu de la banque. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ta banque n'est pas ton ami. Je sais, ça sonne harsh, mais écoute-moi bien. Une banque est une entreprise commerciale. Son objectif numéro 1, c'est de maximiser ses profits. Et comment est-ce qu'elle fait ça ? En t'offrant les services au prix le plus élevé possible que tu es prêt à accepter. Quand tu rentres dans une concession automobile et que le vendeur te demande « Quel est votre budget ?» Qu'est-ce qui se passe ? Il ne va pas t'aider à rester en dessous de ce budget. Il va trouver exactement comment atteindre ce montant maximum. C'est exactement la même chose avec ta banque. Maintenant, regarde ces chiffres. Et là, ça va faire mal. Selon une étude de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, en France, l'écart de taux d'intérêt entre le meilleur et le moins bon profil emprunteur pour un crédit immobilier peut atteindre 1,5 à 2 points de pourcentage. Tu te dis « Ouais, 2%, c'est pas grand-chose ». Alors faisons le calcul ensemble, parce que les chiffres ne mentent pas. Imagine un prêt immobilier de 200 000 € sur 20 ans. À 3,5% d'intérêt, tu rembourses 231 000 € d'intérêt au total. À 5,5% d'intérêt, tu rembourses 277 000 € d'intérêt au total. La différence, 46 000 €. 46 000 € juste parce que tu as mal présenté ton dossier, juste parce que tu as dit les mauvaises choses au mauvais moment. Et ça, c'est uniquement sur un crédit immobilier. On ne parle même pas encore des cartes de crédit, des découverts autorisés, des assurances bancaires. Partie 2. La psychologie derrière l'évaluation bancaire. Voilà ce qui est vraiment intéressant. Quand tu parles à un conseiller bancaire, il ne fait pas que collecter des données. Il construit une image mentale de toi. Et cette image va déterminer dans quelle case il va te mettre. Les banques utilisent ce qu'on appelle le scoring. C'est un algorithme, un système de notation, qui attribue des points à chaque information que tu fournis. Et selon ton score, tu accèdes à différentes offres, différents taux, différents niveaux de service. Le problème, la plupart des gens entrent à la banque et se présentent comme des gens qui ont besoin d'aide. Et les systèmes de scoring pénalisent exactement ça. Voici un exemple concret. 2 personnes. On va les appeler Thomas et Julien. Thomas entre à la banque et dit « J'ai besoin d'un prêt perso, j'ai quelques dépenses imprévues, mon découvert est un peu chargé ce mois-ci et je voudrais savoir ce que vous pouvez faire pour moi. » Julien entre à la banque et dit « Je suis en train d'optimiser la structure de mon patrimoine, j'explore plusieurs options de financement en parallèle et je voudrais comprendre vos meilleures conditions. » Thomas et Julien gagnent exactement la même chose, 3 800 € net par mois. Julien va obtenir un taux inférieur. Peut-être 0,5%, peut-être 1%. Mais sur 5 ans, c'est des milliers d'euros de différence. Pourquoi ? Parce que les mots que tu utilises signalent ta sophistication financière. Et les banques font confiance aux gens qui semblent savoir ce qu'ils font. C'est une heuristique, un raccourci mental que les conseillers utilisent, souvent inconsciemment. Attention, partie 3, ce qu'il ne faut pas dire. Maintenant, tu te demandes peut-être « Ok Mick, mais concrètement, qu'est-ce que je fais différemment ?» Commençons par ce qu'il ne faut pas dire, ou du moins, pas comme ça. Erreur 1. Donner ton salaire brut ou net sans contexte. Quand tu dis simplement « je gagne 3 500 €, la banque prend ce chiffre et applique ses ratios mécaniquement. Mais si tu es indépendant, si tu as des revenus variables, si tu as des revenus complémentaires, tu dois contextualiser.
La règle de base, c'est que les banques françaises appliquent le taux d'endettement maximum de 35% de tes revenus nets. Donc si tu gagnes 3 500 €, la banque considère que tu peux rembourser maximum 1 225 € par mois en crédit. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Certains revenus sont pondérés différemment. Les primes, les bonus, les revenus locatifs, une banque peut choisir de n'en compter que 70% ou 80% dans le calcul. Si tu n'optimises pas la présentation de ces revenus, tu te sabotes toi-même. Erreur 2. Mentionner tes projets d'achat immédiatement. Tu rentres à la banque et tu dis « On va avoir un bébé, donc on cherche à acheter rapidement ». Boum, tu viens de perdre ton pouvoir de négociation. La banque sait que tu es pressé, et quelqu'un de pressé est quelqu'un qui va accepter des conditions moins bonnes. C'est la même chose dans n'importe quelle négociation. Celui qui a le moins besoin de conclure rapidement a le plus de pouvoir. Erreur 3. Parler de tes autres dettes d'abord. Écoute, évidemment, tu ne vas pas mentir. Toutes tes dettes déclarées apparaissent dans les fichiers. La Banque de France, le FICP, tout ça est visible. Mais il y a une différence entre ce qui apparaît dans les fichiers et dans quel ordre tu présentes les informations. Si tu commences par « j'ai un crédit auto à 340 € par mois et aussi un crédit conso à 150 €, tu as défini l'image de toi comme quelqu'un qui porte des dettes. Si tu commences par tes actifs, tes épargnes, tes investissements, tu changes le prisme à travers lequel tout le reste est interprété. Erreur 4. Donner le montant exact que tu veux emprunter. Ça, c'est énorme, et très peu de gens y pensent. Si tu demandes exactement 18 000 €, la banque sait que tu as calculé ton besoin à l'euro près. Ça suggère que tu es tendu financièrement. Demande plutôt une fourchette, ou laisse la banque te proposer un montant après avoir expliqué ton projet. Ça change complètement la dynamique de la conversation. Idée. Partie 4. Ce que tu dois faire à la place. Maintenant, la partie concrète, les stratégies. Stratégie 1. Optimise ta photo financière avant d'entrer en banque. Les 3 mois avant une demande de financement importante sont critiques. Les banques analysent tes 3 derniers relevés de compte. Alors pendant ces 3 mois, évite les découverts même d'un jour. Un découvert est un signal d'alarme dans le scoring. Régularise tes dépenses. Si tu as des virements irréguliers, des retraits cash fréquents, ça génère des questions. Montre une épargne régulière. Même 100 € par mois sur un livret A, c'est mieux que rien. Ça montre une capacité à gérer ton budget. C'est comme nettoyer ton appartement avant une visite. La banque voit un instantané de ta vie financière. Assure-toi que cet instantané est le meilleur possible. Stratégie 2. Construis une narrative cohérente. Voici ce qui est vraiment intéressant dans ce domaine. Les meilleures négociations bancaires ressemblent moins à une demande d'aide et plus à une présentation d'opportunités. Au lieu de dire « j'ai besoin d'un crédit pour acheter une voiture », tu dis « je suis en train de rationaliser mes transports professionnels. J'ai comparé le coût total de possession entre la location longue durée et l'achat est plus avantageux sur 4 ans. Je cherche à structurer ce financement de manière optimale. » Même réalité, présentation totalement différente, résultat potentiellement très différent. Stratégie 3. Utilise la concurrence comme levier. Ça, c'est la stratégie la plus puissante et elle est sous-utilisée par environ 80% des gens. Ne va jamais voir une seule banque. Fais des démarches en parallèle avec 2 ou 3 établissements. Et quand tu négocies, tu peux dire sans mentir « j'ai d'autres offres en cours d'examen ». Sais-tu à quel point une banque déteste perdre un client au profit d'un concurrent? L'acquisition d'un nouveau client coûte en moyenne 5 à 7 fois plus cher que la fidélisation d'un client existant. Les banques le savent, elles vont faire des efforts pour te garder ou pour t'acquérir. C'est le même principe que de comparer les prix sur Internet avant d'acheter, sauf qu'ici l'enjeu peut être de dizaines de milliers d'euros. Stratégie 4. Présente tes revenus dans leur totalité. Revenons sur la question des revenus, parce que je veux être clair, on ne parle pas de cacher des informations, on parle de présenter toutes les informations. Si tu gagnes 3 200 € de salaire, mais que tu as aussi 300 € de revenus locatifs, 200 € de dividendes et une prime annuelle de 2 400 €, ton revenu total annualisé n'est pas 38 400 €, il est 45 600 €, ce qui fait une mensualité disponible calculée à 35% qui passe de 1 120 € à 1 330 €. Sur un crédit sur 20 ans, cette différence de capacité d'emprunt peut représenter 30 à 40 000 € de financement supplémentaire ou te permettre d'emprunter le même montant à de meilleures conditions. Stratégie numéro 5. Travaille avec un courtier. Je sais ce que tu vas me dire. Mick, les courtiers, ça coûte de l'argent. Et là, je vais te sortir une vérité qui va peut-être te surprendre. En France, les courtiers en crédit immobilier sont souvent rémunérés par les banques, pas par toi. Et même quand ils perçoivent des honoraires, l'économie réalisée sur le taux compense largement. Un courtier connaît les critères de scoring de chaque banque.
Il sait que la banque A est plus favorable aux professions libérales, que la banque B accepte mieux les revenus variables, que la banque C a des critères plus souples sur le taux d'endettement si tu as une épargne importante. C'est son métier de savoir quelle porte ouvrir avec quelle clé. Et toi, tu arrives directement avec ta vie financière exposée sans connaître les règles du jeu. Partie 5. La vraie leçon derrière tout ça. Voilà ce que je veux que tu retiennes de tout ça. Ce n'est pas une question de tromperie, ce n'est pas une question de mentir à ta banque, c'est une question de comprendre que tu participes à une négociation. Et dans toute négociation, la manière dont tu présentes les informations est aussi importante que les informations elles-mêmes. Les gens qui réussissent financièrement ne sont pas nécessairement ceux qui gagnent le plus. Ce sont souvent ceux qui ont appris les règles du jeu de l'argent, les règles que personne ne t'enseigne à l'école, les règles que les banques préfèrent que tu ne connaisses pas. Parce que système fonctionne parfaitement, pour eux. Alors la prochaine fois que tu t'assieds en face d'un conseiller bancaire, souviens-toi, tu n'es pas là pour obtenir de l'aide, tu es là pour présenter une opportunité commerciale. Et les meilleures opportunités sont celles qui sont bien présentées. En résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui, les banques utilisent un système de scoring qui dépend de comment tu présentes les informations, pas seulement quelles informations tu donnes. Un écart de taux de 2% peut représenter 46 000 € sur un crédit immobilier standard. Prépare ta situation financière 3 mois avant toute demande importante. Présente tous tes revenus dans leur totalité, pas seulement ton salaire de base. Mets les banques en concurrence, c'est ton meilleur outil de négociation. La narrative que tu construis autour de ta demande impacte directement le résultat. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec quelqu'un que tu connais qui est sur le point de contracter un crédit ou de négocier avec sa banque. Tu pourrais littéralement lui faire économiser des milliers d'euros. Et abonne-toi, parce que la semaine prochaine, on parle de quelque chose qui va encore plus te faire tiquer. Pourquoi rembourser ton crédit en avance est parfois la pire décision financière que tu puisses faire. Je m'appelle Mick et on se retrouve très vite.